Voilà, donc je suis Bernard Fried et il se trouve que j'enseigne l'hypnose et la PNL depuis une vingtaine d'années, on va dire. Je ne sais pas le chiffre exact. Et, euh, et donc j'en suis venu incidemment, enfin pas incidemment, dès le début, j'en suis venu à m'occuper de problèmes d'alcool. En fait. Je vais vous raconter un peu l'histoire, parce que rien ne m'avait préparé ni à faire de la PNL, ni à traiter les problèmes d'alcool. J'ai un parcours un peu, on va dire, atypique. J'ai commencé assez jeune à m'intéresser au développement personnel, puisque, en fait, je crois que mon premier intérêt sur le développement personnel, ou ce qu'on peut appeler tel, c'est à 19 ans, je suis parti, j'ai tout laissé tomber, mes études et tout. Je faisais des études de maths et de physique, et j'ai laissé tomber, ça m'énervait. Surtout les maths, physique, ça allait. Et, et donc, je suis parti en Asie. Et puis, je suis tombé à Ceylan. À l'époque, ça s'appelait Ceylan, ça ne s'appelait pas Sri Lanka. Je suis tombé sur la danse du Bouddha. Et donc, ça m'a fait un espèce de choc. Et je me suis dit, waouh, il y a quelque chose, il y a d'autres choses à faire que de continuer ce que je suis en train de faire. Et je suis revenu à Paris, j'habitais dans le 2e arrondissement à l'époque, et j'ai suivi les enseignements de Taisen Deshimaru dans le 14e, donc, qui était le maître zen qui résidait à Paris à l'époque. Et de fil en aiguille, donc j'ai repris des études, j'ai recontinué des études cas un cas, et puis je me suis intéressé à la Gestalt, et j'ai suivi une formation en Gestalt tout de suite après. Je devais avoir 20 et quelques années quand j'ai fait cette formation en Gestalt, je ne me rappelle plus exactement quand c'était. Et j'étais un peu jeune quand même, faut dire. Hein. Mais enfin, j'ai fait 3 années, j'ai peut-être pas été au bout des 3 ans, mais enfin, et j'ai fait ça à Genève avec des gens absolument extraordinaires, dont une femme que je considère comme, je m'excuse de dire ça ici, mais la meilleure psychothérapeute francophone du monde, qui s'appelle Marie-Christiane Baudou, qui passe pas à la télé, qui n'est pas connue et qui veut surtout pas être connue, mais enfin si, voilà. Et donc elle est à côté de Genève. Et, voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et donc j'ai suivi une formation avec elle et avec son mari de l'époque qui s'appelait Jean Ambrosi. Et, voilà. Et puis après, après avoir fait cette formation en Gestalt, finalement, je me suis dit que j'étais un peu jeune pour faire de la thérapie. Donc je fais de l'informatique à la place. Voilà. Et donc j'ai été chef de projet en informatique pendant une petite dizaine d'années, jusqu'à ce que la guerre du Golfe arrivant, la société dans laquelle je travaillais a fait un gros dégraissage et m'a mis sur la liste des dégraissés. Et en plus, j'avais une clause de non-concurrence assez contraignante, donc je me suis retrouvé à devoir ne pas travailler pendant, non pas 5 ans, mais je ne sais plus, c'était 18 mois, un truc comme ça. Mais la clause de non-concurrence était libellée de telle sorte qu'il fallait l'attaquer devant les tribunaux parce que je ne pouvais strictement rien faire dans la profession. Et donc c'est à ce moment-là que, ne sachant que faire, j'ai fait de la PNL. Si je puis dire. Et ne sachant que faire, j'ai fait de la PNL, et c'est à ce moment-là, mon épouse d'alors, qui est décédée aujourd'hui, Elisabeth, était en train de finir l'écriture de son bouquin qui s'appelait L'alcool, Thomas et les autres, et elle a fait une espèce d'enquête pour savoir quels étaient les traitements qui fonctionnaient au niveau de l'alcool, quoi, en France à l'époque. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Michel Facon à Royan, et que Michel Facon à Royan à l'époque était en train d'expérimenter la PNL avec comment on va les appeler, les curistes, hein, du Centre Alpha, de manière assez sauvage, d'une façon qui aujourd'hui ne serait plus tolérée. C'est là qu'on voit que les choses ont beaucoup changé en 25 ans. Hein, ça ne serait pas toléré de faire ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ne prévenaient personne, ils faisaient ça dans son coin, enfin vraiment, de manière totalement underground, si on peut dire. Et donc, ayant fait sa connaissance, il nous a présenté des vidéos qu'il faisait de ses patients, des consultations avec ses patients. Et c'est vrai que c'était assez intéressant, c'était assez fascinant.
Et du coup, on est devenus amis, puisque pendant plusieurs années, on a collaboré ensemble et on a créé ensemble l'Institut dans lequel aujourd'hui je suis le dernier des trois à rester dans cet institut qui s'appelle La Tempérance, qui est une maison d'édition et un centre de formation. Et on a créé ça ensemble et on a élaboré conjointement ce qu'on a appelé le modèle Michel Facon de traitement des addictions. Voilà, donc ça c'est l'histoire, comment elle s'est faite. Bon, Michel est un personnage, puisqu'il est décédé aujourd'hui, et était un personnage un peu particulier qui avait des fois qui avait des sautes d'humeur un peu spectaculaires parfois. Et un jour, on s'est fâché, et on s'est fâché, mais vraiment définitivement. Ça a été vraiment un truc. Et donc, on est resté, mais depuis de 96 jusqu'à sa mort, on n'avons plus échangé un mot. Ça a été blackout total. Voilà. Et ce qui fait que il a continué, lui, donc il a créé la Tempérance, il a, je crois, monté un institut de formation aussi, PNL. Et puis surtout, il a voyagé pas mal, il est beaucoup en Amérique du Sud et il a essayé de promouvoir sa manière de traiter les addictions avec la PNL en Amérique du Sud. Je sais qu'il était au Pérou, en Équateur, enfin. Voilà. Il revenait en France périodiquement, mais bon, à vrai dire, je n'ai pas tellement suivi ce qu'il a fait. Parallèlement avec Elisabeth, on a continué à pratiquer ce qu'on savait faire, puisque on avait élaboré tout ça avec lui. Et donc, on a surtout pratiqué sous la forme de séminaires intensifs. C'est-à-dire avec Michel, on avait mis au point le séminaire. Le séminaire s'appelait En finir avec l'alcool. Et ça consistait à prendre 4, 5 ou 6 personnes ayant un problème d'alcool et qui souhaitaient s'en libérer, si on peut dire, et de les réunir dans un lieu à la campagne et de travailler de manière intensive. Je ne vais pas dire jour et nuit, mais disons des bonnes journées, plus ils avaient du travail à faire pour le lendemain, des devoirs à faire à la maison pour le lendemain. Et très vite, on s'est rendu compte que ça donnait des résultats assez étonnants, parce que des gens, il y avait des gens qui arrivaient qui disaient mais bon, je viens parce que j'ai tout essayé, hein, je viens ici parce que c'est ma dernière chance, c'est le dernier truc qui s'offre à moi. Ce qui est un très bon état d'esprit pour aborder les addictions, hein, c'est de se dire je viens traiter le problème, mais j'ai tout essayé avant et allons-y. Et on avait vraiment en 4-5 jours, on avait des résultats extrêmement spectaculaires qu'on a continué à avoir tout au fil du temps. Alors, on en parlait à midi à table. C'est vrai qu'on n'a jamais eu les moyens ni vraiment l'envie de faire des stats et de rappeler les gens 6 mois après, 1 an après, etc., etc. On était pris dans le flot de notre activité et ça, on ne l'a pas fait. Alors, on me demande souvent, mais quels résultats vous avez? Quelles sont vos statistiques? Honnêtement, j'en sais rien. Comme ça, au pif, je dirais, on doit tourner aux alentours des 2 tiers. C'est-à-dire qu'on doit avoir un tiers de gens qui ont rechuté et 2 tiers qui sont passés à autre chose. Je dis passer à autre chose parce que, pour moi, cette histoire d'alcool, pour les gens, je pense qu'ici il y a une majorité de PNListes, de gens qui connaissent la PNL ou du moins qui l'ont un peu approché. Il y a le grand classique de la PNL, c'est de dire ok, nous allons, cher monsieur, chère madame, pourquoi êtes-vous venu quel est votre objectif de changement? D'accord? Le jour où quelqu'un qui vient pour une addiction est capable de vous manifester un objectif de changement, vous lui tapez sur l'épaule et puis vous lui dites ben, c'est bien, vous êtes guéri, rentrez chez vous. Ok? Autrement dit, ce qu'on apprend classiquement en PNL, qui est de définir un objectif de changement d'abord, de faire la thérapie ensuite, là c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire la thérapie d'abord pour avoir un objectif de changement à la fin. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui, dans le domaine des addictions, sont complètement contre-intuitives par rapport à ce qu'on apprend sur les bancs de la formation. Et il faut s'en débrouiller. Alors, le modèle que nous avons élaboré ensemble repose sur une présupposition de base, si je puis dire, qui est que chez la personne qui vient consulter, elle a déjà essayé plein de choses,
Elle a déjà essayé de s'arrêter par elle-même, elle a déjà essayé de faire des cures, d'aller voir des psys, de prendre des médicaments, etc. C'était avant le baclofène, je précise. Je n'ai pas d'expérience du tout de patients traités sous baclofène en thérapie. Aucune. D'ailleurs, je suis curieux de voir ce qu'il en est sur un plan enfin, d'interroger quelqu'un et de voir un peu comment sont ses perceptions, etc. Donc, tout ça pour dire que donc ces personnes arrivent là et disent bah voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, etc. etc. Donc, et nous considérons donc qu'il y a une personnalité sobre qui se manifeste et qui dit moi je veux rester sobre, je veux arrêter de picoler, je veux arrêter d'aller de partir dans des plans invraisemblables et de me retrouver. Je pense le cas extrême, si vous voulez, que j'ai eu, qui était un cas psychiatrique aussi simultanément, mais c'est la personne qui me dit moi, tu comprends, le lundi matin, le premier truc que je fais le lundi matin, j'achète le journal pour voir si j'ai pas ma photo dedans. Parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait depuis vendredi soir. Ouais. Donc, là, vous avez la dissociation. Ouais. Là, vous l'avez. Là, elle est claire, nette et précise. Donc, bon, c'est un cas... mais c'est un cas, c'est une histoire véridique. Bon, entre-temps, il me raconte un jour, il me dit, tu sais, je me suis réveillé au volant de ma voiture, j'étais en plein milieu d'un champ. Je lui dis, oui, ok, et alors? Et il me dit, figure-toi, je suis sorti de la voiture, je regarde autour de la voiture, il n'y avait pas de traces. Je ne sais pas comment je suis arrivé en voiture au milieu du champ. Et je lui dis, tu penses à quoi? Il me dit, ah, je sais pas, mais toutes ces histoires d'extraterrestres qu'on entend. Et ce pauvre homme, je dis ce pauvre homme, a arrêté l'alcool et s'est mis à boire de l'eau. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours vivant, il est potomane. C'est-à-dire que sa compulsion, il la met sur l'eau et il met sa vie encore plus en danger qu'avec l'alcool. Et donc, voilà, si vous voulez, bon, là je vous cite des cas vraiment particuliers qui sont extrêmes, mais qui montrent bien, vous voyez, ce qui est à l'œuvre sur le plan de la structure. Sur le plan de la structure psychique, ce qui se passe à l'intérieur, dans le mental de la personne, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais donc il y a cette histoire de dissociation, c'est-à-dire qu'il y a une personnalité qui est là, qui voudrait rester sobre. On retrouve exactement la même chose dans les cas d'anorexie, de boulimie, etc. C'est-à-dire que vous avez une personnalité qui est là, qui essaye de maintenir un espèce de statu quo, puis subitement, paf, il y en a une autre qui prend le dessus, et puis c'est la crise de boulimie, ou alors c'est la crise d'alcoolisation. Et ça, c'est l'observation qu'on a fait en PNL. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut tout simplement convoquer, au lieu d'avoir une seule personne je dirais devant nous, à savoir la personnalité sobre, qui, je le précise, n'a pas de problème d'alcool. La personnalité sobre. Elle va très bien. C'est pas elle qui a le problème. Sauf que le psy qui reçoit quelqu'un qui vient consulter, en général, il reçoit le sobre. Et donc, il travaille avec celui qui n'a pas le problème. Donc, fatalement, la personne ressort de sa consultation, le sobre est content, il a fait une bonne séance de thérapie, du coup, l'alcoolique dit « Oh ben, et moi ?» Et tac, on va au bistrot d'en face arroser le fait qu'on vient de faire une bonne séance de thérapie. Et ça peut durer longtemps, le truc. Alors, évidemment, moi, je trouve ça drôle, finalement. Il y a un côté... C'est pathétique pour la personne qui est prise dans cet aller-retour entre ces tendances profondes, mais quelque part, extérieurement, moi, je me suis toujours attaché à voir le côté ludique de la chose. Et d'insuffler aussi ça à la personne, dire, finalement, cette manière de faire, il y a un côté un peu, franchement, ridicule, quoi. C'est à mourir de rire, votre affaire. Et donc, à partir de là, on peut convoquer cette partie alcoolique et cette partie sobre, et puis commencer à rétablir du lien de communication entre elles.
Alors bon, ben là, on a toute la technologie PNL. Moi, je suis un grand fanat des sous-modalités pour l'aspect technique, donc je travaille quasiment qu'avec ça. Donc, si vous voulez, à partir de là, eh bien, on va avoir les représentations de la personne, de sa partie alcoolique, de sa partie sobre, où est-ce qu'elle se trouve dans l'espace et comment elle se modifie au fur et à mesure qu'on avance dans la thérapie, etc., etc., etc. Et donc, si vous voulez, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On rétablit un canal de communication entre les deux parties. Et puis, on leur dit, parce que à la base de cette dissociation, vous avez bien compris, c'est que la partie sobre et la partie alcoolique, elles cohabitent jamais dans le même corps, au même instant. Sort de ce corps. Voilà. Et donc, elles ne cohabitent jamais. Et tout le problème est là, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver à les faire cohabiter. Il faut faire en sorte que la partie sobre accepte la partie alcoolique et que la partie alcoolique accepte la partie sobre. Parce que vu que la partie alcoolique, le sobre, il est vraiment rabat-joie. Il est là pour nous casser les pieds et on ne peut pas faire la fête, on ne peut rien faire, etc. etc. Et pour le sobre, l'alcoolique, c'est l'antéchrist, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, il faut arriver à régler ce conflit intrapsychique. Et une fois qu'il commence à se régler, on peut commencer à dialoguer et à faire en sorte, excusez-moi, que ces parties non seulement communiquent entre elles, mais surtout se mettent à collaborer et à s'enseigner ce qu'elles savent de spécifique et que l'autre ignore. Parce qu'en général, l'alcoolique, très souvent, la partie alcoolique, elle est beaucoup plus créative, elle est beaucoup plus marrante, elle sait s'amuser, c'est elle qui détient les clés de la joie, c'est elle qui... voilà, il y a tout ça. Et le sobre, lui, il est un peu... pas très marrant, un peu coincé, etc., psychorigide, etc., etc. Non mais... Elle vient de voir son mari. Je vous lâche les choses telles que moi je les ai observées pendant 20 ans. Hein. Et ceci dit en passant, j'ai assisté parfois à des réunions. J'ai assisté à des réunions d'alcooliques repentis, de sobres contrits et contraints. Je veux dire, c'est pathétique, quoi. On a envie de dire aux gens, écoutez, allez boire un coup. Allez boire un coup. Parce que c'est pas drôle, quoi. Et donc, voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de faire ce transfert de compétences de l'alcoolique vers le sobre. Parce que l'alcoolique, il a plein de choses à apporter au sobre. C'est celui qui veut lui apprendre la joie de vivre, etc. etc. Et inversement, le sobre, ce qu'il va apporter à l'alcoolique, c'est d'accepter un cadre. C'est-à-dire que d'être cadré, c'est-à-dire on n'est plus dans le borderline, quoi. Et c'est d'arriver à accepter le cadre et à l'intérieur de ce cadre, l'élargir si ça ne va pas, etc., etc. Mais à l'intérieur de ce cadre, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses et on peut être créatif et on peut construire une vie, une famille, etc., etc., etc. Grosso modo, voilà le schéma général je dirais, de cette manière de travailler. Alors, écoute, j'ai entendu ce que tu disais. Dis-moi en 2 mots, voilà, c'est quoi le problème? Comment voilà, comment tu vis ça, l'alcool et la boulimie simultanément? Alors, c'est pas simultanément, c'était en même temps. En même temps. Voilà. C'était des crises de boulimie alcoolisée. D'accord. Voilà. Donc ça a commencé par la boulimie. Oui. Donc à 17 ans. Donc vous parliez de l'événement traumatique originel. Donc il y a eu un événement traumatique. D'accord. Et donc c'est assez simpliste, mais 30 ans après, je crois que c'est quand même une évidence. Que ça a amené à la boulimie quand même. D'accord. Voilà. Après, peut-être un événement, si je me disperse, vous me direz. Non, oui, il faut être simple. Je m'excuse, oui. L'événement traumatique ne m'intéresse pas vraiment. Après, je le vis comme un isolement. Oui.
comme quelque chose, le fait de me salir, de me... Donc ça, c'est toi, en tant que Oui, c'est justement sobre, ça. en tant que le jugement que tu portes sur ton comportement quand tu fais la crise. Oui. Hein? Ok. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les crises actuellement, comment c'est. Est-ce que les crises sont, est-ce que tu continues à en faire? Est-ce qu'elles sont fréquentes, pas fréquentes? Comment ça se passe le soir, le matin, le contexte? Non, là, je ne fais pas de crise de boulimie alcoolisée. Hmm. Il m'arrive, comme hier soir, de faire une petite crise de boulimie. Ouais, Bon, si on reparle du contexte antérieur, ouais, c'était, ben, j'allais faire avant quoi, hein. Donc j'allais ouais. faire des courses dans une grande surface, ou toujours la même d'ailleurs, où je risquais pas de rencontrer des gens que je connaissais. Et comme je voulais pas paraître alcoolique, par rapport aux 2 bouteilles de champagne que j'achetais à l'époque, j'achetais beaucoup à manger pour faire la personne qui reçoit. Et Hmm. voilà. C'est Euh, bien. ouais. Ce qui fait que j'ai dépensé beaucoup d'argent aussi. Bah oui. Voilà. Et après, eh bien, alors tu me demandais où ça se passait. Ça se Hmm. passait dans la cuisine. Et donc, pour décrire sommairement, donc, je faisais chauffer les choses rapidement et je buvais du champagne et je me faisais venir illico presto. Voilà. D'accord. Ok. Ou le soir. Tu peux voir le film là, de la fille en train de faire sa cuisine, de se boucher ses bouteilles de champagne, et de les boire et de manger, de se faire vomir. Ouais. Si tu le vois où le film, là? Si devant toi il est projeté où, à droite, à gauche, c'est un écran, sur quoi? Bah, je le vois sur moi. Enfin, Sur toi, c'est-à-dire, tu explique-moi. Si l'image où tu la vois, si tu montres avec tes mains, comment tu la vois? je me vois surtout. Je sais pas si ça répond à la question. Vas-y, réponds, je Je me te vois pose. surtout, le pire, c'est quand je me fais vomir en fait. Ouais, mais tu te vois. Donc cette image-là que Mais non, je tu... veux pas me voir, mais Ah, j'imagine quelqu'un en train de me surprendre. j'imagine quelqu'un en train de te surprendre. Mm. Tu peux imaginer la scène, le film? C'est un film ou une photo? C'est plutôt le cliché, quelqu'un qui. D'accord, c'est plutôt un cliché. Enfin, le visuel, quelqu'un qui rentre, ce qui m'est jamais arrivé Ouais, et qui me surprend. Voilà. d'accord. Il prendrait une photo et cette photo, tu la vois où dans l'espace? C'est pas spontané. Voilà. Tu l'as mis devant toi? Non, voilà. Là? Mm. Sur le tableau? Ouais, Cette distance-là? ouais. Ok, d'accord. Ok. Et tu la vois, la femme qui est sur l'image? Ouais. Ouais. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que, pour contrebalancer cette image-là, c'est que tu me prennes un souvenir de toi vraiment agréable, tu vois, mais où t'as pas eu de crise, tu vois. Un souvenir agréable de moi. Ouais, où t'as pas eu de crise. Je sais pas, quand je suis avec un client. Par exemple. Prends le dernier, dernier moment vraiment agréable que tu te rappelles avec un client, par exemple. Ben, c'était. Il me semble que le jour samedi, c'était hier. Ouais, Monsieur de passage. J'étais pas très. Justement, je ruminais un peu par rapport à. J'ai pas mal blogué pour venir. mhm, Et ce monsieur était plutôt agréable. Il avait Charlie Hebdo, mhm, puis il me l'a laissé parce qu'il l'avait lu. Et puis j'avais un croquis de Sarkozy. Enfin, bon, et c'était un moment de partage en fait. Bon, je lui ai vendu des choses, mais c'était un moment de partage et d'accord, c'était. Voilà. ok. Et ce monsieur, donc, le monsieur, ok. Mais toi, tu peux voir, tu peux imaginer que la scène a été filmée? Oui, Ouais. Et tu te vois comment dans cette scène? je me vois naturel, avec de l'humour. Ouais.
Et le film, où est-ce que tu le projettes? Tu imagines qu'il est projeté là, devant toi, tu le projettes plutôt en bas. Là, ici, à peu près à hauteur du tabouret. Tout à fait. Euh, c'est quoi? Non, pas C'est forcément là, mais mi-hauteur. mi-hauteur, Hmm. à hauteur du repose-pied. Oui, D'accord. C'est une image, quelle taille? comme du... Là. D'accord. Je voudrais que tu fasses, tu vois, il y a ces deux images, il y a celle qui est en train de se faire vomir là, et il y a celle qui est là sur le tabouret, hein. Hmm. Ok? C'est pas les deux mêmes. Tu peux les voir Est-ce que tu peux les voir toutes les deux en même temps? Oui. Oui, c'est possible. Très bien. Ce que je voudrais que tu me dises, c'est que celle qui est ici sur le tabouret, elle en pense quoi de l'image qui est là-haut? C'est invivable. Elle pense que c'est invivable. Hmm. D'accord. Et celle qui est là-haut, qu'est-ce qu'elle en pense de celle qui est sur le tabouret? Laisse, c'est pas grave. Bah, je sais pas, elle se demande pourquoi ça. Celle qui est là-haut se demande pourquoi. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais prends celle qui est là aussi, celle-là qui m'intéresse, celle qui est en train de se faire vomir, qu'est-ce qu'elle pense de celle qui est sur le tabouret? Bah, elle dit quel gâchis. Celle qui est là-haut, elle dit qu'elle gâchis? Qui se fait vomir. Ouais, Et si elle pense à l'autre, elle dit je sais pas ce qu'elle est. c'est pas. D'accord. Parce Est-ce que que tu. quand elle est là, elle. D'accord. Ce qu'on va faire, tu vois, celle qui se fait vomir là, on va remonter le temps légèrement, tu vois, et on va remonter au moment où c'est bien sa crise, tu vois, où elle s'éclate. Hmm. Tu peux récupérer son image au moment où elle s'éclate? Quand elle mange et qu'elle voit, c'est ça? Ouais, Bah, au début, elle y prenait de l'énergie. Ce qu'elle n'arrivait pas, ce qu'elle faisait dans la vie, mais qu'elle avait du mal à faire, c'était une façon de pouvoir tenir. oui, Ou alors de pouvoir arriver à faire ce qu'elle avait à faire le lendemain. d'accord. Mais à un moment, est-ce que dans ton souvenir, est-ce que tu penses qu'il y a des moments où elle a vraiment pris du plaisir à ça? Ou quelque chose de. Qu'est-ce que ça pouvait lui donner, tu vois, comme. Bah, j'ai un médecin qui m'avait dit, oui, c'est pas qui disait, vous faites la fête toute seule. Ouais, Mais elle c'est fait un la peu, fête, elle fait la fête toute seule. oui, c'est un peu Attends, tu sais triste. ce qu'on va faire? On va faire un truc. On va lui poser la question. Si tu lui poses la question à cette femme, que tu t'adresses à elle gentiment, tu dis bonjour, voilà, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça vous apporte vraiment? Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant, de positif, de nourrissant, si je puis dire, là-dedans? Bah, je remplis, comment on dit, je remplis un vide, un vide. Elle dit ça, elle dit qu'elle remplit un vide. C'est une façon aussi de survivre, je sais pas, peut-être, je sais pas. Je pense que là, c'est toi qui réponds, c'est pas elle. Demande-lui à elle. Et laisse venir la réponse comme ça dans ta tête. Je sais pas, j'ai une émotion, mais j'ai pas de. À Est-ce que, part le vide qui. c'est-à-dire, tu sens quelque chose dans ton corps particulier, un endroit particulier du corps? Non, c'est Dans les jambes? dans les jambes, oui, qui se crispent. T'as les jambes qui se crispent. Mm. D'accord. Donc, ça, c'est la réponse que tu as pour le moment, Ouais. par rapport à cette question. D'accord. Euh, à ton avis, le fait qu'on rentre en communication avec cette personne-là, est-ce que ça a changé l'image? Au départ, oui. Oui. Ce que je voudrais dire par là, c'est est-ce que
est-ce que c'est une image qui est en mouvement maintenant? Ou est-ce que c'est toujours un cliché? Elle est moins avidissante, enfin, je sais pas comment dire. Elle est moins? Elle fait moins. Je trouve pas le terme. Elle est moins forte, enfin, elle est moins. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dégradante. Enfin, Ah, d'accord. voilà. Son image est plus acceptable pour toi. Oui. D'accord. Ok. Ce que je voudrais que tu me dises, c'est, elle est plus acceptable, mais est-ce que c'est une photo ou est-ce que c'est un film? Non, c'est une photo. C'est une photo. Est-ce que tu peux imaginer la photo juste avant, la photo juste après, la photo encore juste avant, la photo encore juste après, et puis lui en faire un film? Qu'elle devienne vivante. On veut la rendre vivante dans ta représentation. J'ai du mal. T'as du mal? Ok. C'est pas grave. On va s'intéresser à celle-ci. Elle a suivi ce qu'on vient de faire. Mhm. Ok? Est-ce que ça a changé quelque chose chez elle? Elle a peut-être un peu moins honte. Elle a un peu moins honte. Est-ce qu'elle a compris que, d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure, celle qui faisait les crises, elle était là, c'était dans un but de survie. Tu nous as parlé de survie, tu nous as parlé aussi d'avoir de l'énergie pour le lendemain. Mm. Ok? Est-ce qu'elle a bien entendu ça, que c'était une question de survie et d'énergie pour le lendemain? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle est consciente maintenant que cette partie-là qui s'occupe de la survie et de l'énergie du lendemain, cette partie d'elle, enfin cette partie de toi en tout cas, qui s'occupe de la survie et de l'énergie du lendemain, je veux dire, elle mérite considération. C'est facile ici. Non, mais Oui, par rapport à sa souffrance. par rapport au fait qu'elle prend en charge une partie importante de l'être. Ouais. Ouais? Ok. C'est, tu vois, c'est-à-dire que, comment dire? Je vais raconter une histoire complètement stupide et débile. Tu vois, des fois, les gens me disent, c'est très souvent dans les cas comme ça, de crise de boulimie, etc. Les gens me disent, je voudrais la tuer, la polémique, là. Tu vois, celle qui fait des crises. Je voudrais m'en débarrasser. Et je leur dis, ok. Et donc, je dis, ok, pourquoi pas. Je dis, mettons, supposons qu'on la mette dans votre bras gauche. Ok? Qu'elle soit dans votre bras gauche. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on vous coupe le bras gauche? En général, les gens ils disent non. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette, cette partie-là, euh, elle a sûrement un comportement extrême, mais elle a des fins et elle a un objectif super important. Il est si important que, quelque part, c'est très difficile de vivre sans. S'il n'y a rien pour assurer notre survie, rien pour assurer l'énergie du lendemain, c'est difficile de vivre sans ça. Donc, ce qu'on peut dire d'elle, c'est qu'elle a quand même, elle a son rôle à jouer. Alors, probablement qu'elle s'y prend mal dans sa manière de chercher l'énergie du lendemain et d'assurer la survie, mais ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'elle est là et qu'elle prend soin d'une partie de ta vie. Est-ce que tu as conscience de ça? Oui, oui. Oui. Ce que je voudrais que tu me dises, c'est que tu t'assures que celle-là, celle qui est dans sa cuisine avec ses bouteilles de champagne et toute sa nourriture, tu t'assures qu'elle a bien entendu ce qu'on vient de dire.
Elle l'a entendu, d'accord. Et l'ayant entendu, qu'est-ce que ça provoque en elle? Elles se sentent être moins seules. Elles se sentent moins seules. Ok. Est-ce que ça voudrait dire que quelque part, elles se sentent faire partie de la famille? On peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. Parce que tu vois, c'est une famille. Il y a toi là, il y a elle ici, tu vois. Et quelque part, voilà, vous êtes là. Et vous méritez, chacune, d'avoir une place. Et de collaborer et de faire avancer les choses, d'assurer une vie, quelque part. D'accord? Mhm. Et on va s'intéresser à nouveau à elle. Et elle a entendu ça aussi, tu vois. Et est-ce que ça change son regard sur l'autre? Moins agressive. Elle est moins agressive envers l'autre. Euh, quand tu dis, alors, tu vois, au lieu de dire en moins, est-ce que tu pourrais dire en plus? C'est-à-dire, elle est moins agressive, donc elle est quoi? Elle est plus gentille, elle est plus compatissante, elle est Compatissante. plus compatissante. D'accord. Ça, c'est un très bon sentiment, la compassion. Parce qu'elle mérite quand même une forme de compassion. Elle la mérite parce qu'elle fait un gros boulot et, je veux dire, euh, comment dirais-je, elle y met de l'énergie, je veux dire, c'est pas facile de se faire vomir, tu vois, c'est pas un acte, tu vois, Il met de l'énergie, c'est sûr. hein, elle y met de l'énergie. Mm. Donc elle mérite, tout à l'heure on était, est-ce qu'elle méritait considération? Elle mérite aussi compassion. Et peut-être que dans un moment on va trouver qu'elle mérite de la gratitude. Ce qui m'intéresse, ce sera à nouveau que tu la regardes, celle qui est dans sa cuisine, et me dire si elle a changé d'apparence. Elle ressemble un peu plus à l'autre, à la deuxième. Elle ressemble un peu plus. Mm. Je voudrais que tu me dis, c'est que, tu vois, ce qu'on pourrait essayer de faire, tu vois, oh, il y en a une là-haut, l'autre là, tu vois, il y en a une qui est-ce qu'on pourrait trouver tu vois, une manière de se positionner les uns et les autres, tu vois, de façon qui soit un peu plus agréable pour tout le monde, tu vois, que chacun. Parce que là, tu es obligé de regarder en haut, puis l'autre en bas, tu vois, ça serait possible que tu la remontes un peu, puis l'autre, tu la redescendes comme ça, c'est possible. Est-ce que c'est possible? Si tu leur demandes, hey, les filles, vous êtes sympa un peu là, est-ce qu'on peut vous mettre sur le même plan là? Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde pour pouvoir communiquer. Non? Alors, je vais te dire un truc. On les oublie. Simplement, ce que je vais te demander de faire, c'est, imagine que tu fais un rêve, tu vois, que tu dors profondément, puis là, et tu fais un rêve, et tu rêves que, touc, elles se mettent au même niveau. Imagine que tu fasses ce rêve, qu'elles se mettent au même niveau, et que elles se rapprochent de façon à ce qu'elles soient chacune à égale distance de toi. Est-ce que c'est un rêve qui est imaginable? Oui. Il est imaginable. Ben on va travailler juste en rêve, tu vois. On va travailler en rêve. Et on va continuer à travailler en rêve, on va dire, si maintenant, dans ce rêve qu'on est en train de construire, tu vois, que d'un côté, il y a celle qui est dans sa cuisine, et puis de l'autre, celle qui est dans son magasin, okay, qu'elles connaissent chacune l'existence de l'autre,
ce qui serait bien, ce serait qu'on leur trouve un moyen de communiquer entre elles, tu vois. Alors, ça peut être, tu vois, une, elle peut écrire une petite note, tu vois, puis elle la laisse dans la cuisine, et puis elle sait que quand l'autre reviendra, elle va trouver la note dans la cuisine, tu vois, des choses comme ça. Et celle qui est dans la cuisine, elle peut écrire une petite note, puis elle sait que l'autre, le lendemain matin, quand elle va prendre son petit déjeuner, ou je sais pas quoi, elle va venir dans la cuisine, elle va trouver la note, tu vois. Elles peuvent comme ça avoir plein de choses à se dire. Et puis comme ça, on peut continuer à les laisser rêver, tu vois, que chaque nuit, il y a un nouveau rêve, tu vois. Un nouveau rêve qui apparaît. Il y en a une, tac, qui laisse un message, puis après, elle peut laisser un petit objet, tu vois. Et puis l'autre, je sais pas, une petite étoile, par exemple. Puis l'autre, elle va laisser un petit cœur, et puis des trucs comme ça, tu vois. Des trucs rigolos, quoi. On se rencontre pas. Tu sais, comme quand tu cohabites avec quelqu'un dans une maison, parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, on se rencontre pas forcément dans la vraie vie, mais on se laisse des petites choses, tu vois, de toute manière à les trouver. Puis il y en a une, part tôt le matin, elle fait le café pour l'autre qui va arriver plus tard, et puis celle du soir, elle fait, tu vois, des trucs comme ça. Et puis c'est un rêve comme ça qui se continue. Puis, tu vois, la vie fait que quand tu vis comme ça, fatalement, à un moment ou à un autre, tu te rencontres, tu vois. Finalement, tu te rencontres avec l'autre, tu rencontres l'autre personne, hein, je sais pas à quelle occasion, mais tu rencontres l'autre personne, et puis voilà, vous êtes dans la même pièce, et puis subitement, vous avez échangé comme ça des messages, ou des objets, des cadeaux, des choses, des trucs comme ça, et subitement, tu rencontres la personne, et puis voilà, il y a, des fois, tu sais même pas quoi lui dire, mais il y a quelque chose, tu sens quelque chose, tu vois, l'autre personne sent, mais chacune sent quelque chose face à l'autre, dans le rêve. Et si on continue ce rêve, tu vois, et qu'on a ces deux personnes dans le rêve, est-ce que tu peux les voir toutes les deux en couleur et toutes les deux dans le rêve? Est-ce que dans le rêve, tu peux les voir toutes les deux en couleur et toutes les deux en mouvement, tu vois? Oui, Et tu peux rêver qu'elles se parlent. oui, Oui, elles se parlent. Et tu peux rêver qu'il y en a une, tu sais, je sais pas, deux femmes entre elles qui se parlent, de quoi elles peuvent parler, se dire tiens, tiens, j'ai trouvé, j'étais à tel endroit, tiens, j'ai vu ça dans tel magasin, tiens, tiens, j'ai un nouveau maquillage de ceci, tiens, j'ai un nouveau. Tu vois, elles peuvent, comme ça, elles peuvent s'apporter plein de choses, tu vois. Elles peuvent se passer des messages, hein, mhm, dans le rêve. oui, oui. Dans le rêve. Ok? Et dans ce rêve, euh, tu le vois se dérouler devant toi, ce rêve? Oui. Ouais. Regarde le rêve se dérouler devant toi. Regarde, imagine la suite du rêve. Moi, je t'ai commencé à te dessiner un tableau, mais là, je vais devenir trop spécifique parce que je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'elle vit chacune, tu vois. Je ne sais pas du tout. Donc, je te laisse continuer l'imagination. Je te laisse continuer le rêve. Raconte. Tu veux pas nous raconter le rêve? Comment ça continue? Imagine. Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Tu sais pas? Moi, je vais te le dire alors. Je suis mauvaise élève, hein. Je vais te le dire. Elles vont devenir copines. À mon avis, elles vont devenir copines. Elles peuvent pas ne pas devenir copines. Non, elles ne peuvent pas. Ouais. Elles vont devenir copines. Mais on n'est pas pressé. On va leur laisser le temps de devenir copines. Hein? Elles ont tout le temps pour devenir copines. Et à ton avis, est-ce qu'elles peuvent se transmettre d'autres choses plus subtiles, tu vois, des énergies, des savoir-faire, des connaissances, des choses comme ça, tu vois? C'est des choses qui se transmettent presque par télépathie, ou par, tu vois, ou par un regard, ou tu vois, un éclair dans le regard, tu vois. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, tac, il y a un éclair dans le regard, et puis tu as l'impression qu'il y a un truc qui passe. Tu peux imaginer ça, qu'elle, dans le rêve, elle communique comme ça aussi. Oui, Ouais, ça me paraît loin. mais c'est un rêve, Oui, c'est un rêve. Le problème avec les rêves, si tu veux, c'est qu'ils finissent par devenir réalité.
ce que je voudrais te demander, c'est, là maintenant, avec ce rêve à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça change pour toi? Regarde-le, le rêve. Regarde-le. Dis-moi comment tu te sens quand tu regardes ce rêve. Émue, mais en même temps un peu inquiète. Inquiète de quoi? Du changement, je sais pas. Ok. C'est pour ça que je veux qu'on reste à ce rêve-là. Tu vois? Ouais. Je veux qu'on reste à ce rêve-là. Et ce que je vais te demander de faire, simplement, c'est d'imaginer dans ta vraie vie que toutes les semaines, au moins une fois par semaine, tu refasses ce rêve. Et que tu lui donnes une partie de toi-même, une forme d'énergie dont tu disposes pour le faire vivre, ce rêve. Tu vois? Et que ça soit toujours un rêve, le temps qu'il faudra. Parce que finalement, ce qui va se passer dans ce rêve, c'est que ces deux femmes qui sont dans ton rêve, finalement, c'est elles qui vont te donner l'énergie et la motivation d'accepter leur rêve. Ça va prendre le temps nécessaire. On ne sait pas combien de temps. Mais la seule chose importante dans tout ça, c'est simplement de faire avancer ce rêve. Parce que si tu veux, dans tout ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que quelque part, au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose, une forme de santé fondamentale. Tu vois? Et que si toi, tu acceptes que ces deux femmes du rêve soient connectées à cette santé fondamentale, alors le rêve va continuer, il va continuer dans la santé, et toi-même, tu vas pouvoir aussi te connecter à cette santé fondamentale. Tu sais, les bouddhistes, ils disent, le nirvana et le samsara sont au même endroit, c'est-à-dire le paradis et l'enfer sont au même endroit. Alors les gens, ils cherchent. Mais où est le nirvana? Hein? Ils cherchent toute leur vie. Ils font des méditations, des machins, des pratiques, des trucs. Ils vont en Asie, en Inde, ils vont voir des maîtres, etc. pour trouver le nirvana. Hein? Et, je veux dire, les deux sont au même endroit. Et quelque part en toi, il y a la santé fondamentale. C'est qu'une question d'accès. Mais elles, là, dans le rêve, elles vont finir par savoir comment y accéder. Et elles vont te l'enseigner. Tu as une drôle d'expérience, hein? Mais je trouve que c'est une expérience drôle, mais je veux dire, quelque part, tu es habitué aux expériences drôles, bizarres. Hein? Ce qu'il faut comprendre dans ces histoires d'addiction, et ça je le dis pour tout le monde, c'est que d'avoir une addiction, de vivre une addiction pendant des années, ça crée les conditions pour que l'être humain qui finira par apparaître une fois que l'addiction soit réglée, soit quelqu'un ayant des qualités absolument sans commune mesure avec celle de la personne ordinaire qui n'a jamais eu d'addiction.
Il n'y a rien de plus ennuyeux que les gens ordinaires. Donc, quelque part, si tu veux, tu peux voir ça tout au bout du rêve comme une forme de bénédiction. Parce qu'elles auront vécu des trucs vraiment extraordinaires, chacune. Et je parle par expérience. J'ai vu des centaines de personnes. Tu vois. Et dans les centaines que j'ai vues, il n'y en a pas une qui n'avait pas des qualités exceptionnelles. Hors de la moyenne des gens ordinaires qui n'ont pas eu d'addiction. J'étais fasciné ce matin, je ne me rappelle plus de ton prénom, Samuel, qui nous faisait toute la présentation sur le baclofen, tu vois. L'énergie qu'il a mis là-dedans, tu vois, la motivation, ce qu'il transmet, tu vois. Mais ça, c'est parce qu'il a fait ce parcours-là. Je veux dire, le mec lambda, tu prends un mec, tu dis, bah, tiens, tu vas t'occuper du baclofen, tu vas t'occuper de l'association, le mec, il va faire, il va dire, bon, bah, alors, le baclofen, oui, alors, machin, alors, le rapport, oui, alors, sur 83 médecins, machin, il y en a 62 qui ont prescrit ci, il y en a, et puis tout le monde sera là en train de dire, oh, putain, il me fait chier, celui-là. Bah, ce matin, on était là, on donnait ses paroles, tu vois. C'est parce qu'il a fait ce parcours. Tu vois, ce qu'il te reste à faire, hein. Est-ce qu'on peut arrêter là? Ça va? Oui, ça va. Ah ben. Ok. Je sais pas si vous avez des questions. Oui, moi j'en ai eu. Ouais. La personne qui vient faire cette aide au cheminement finalement, Oui. ce recollement, ce recentrage, Ouais. est-ce que cet exercice-là peut fonctionner sur un addict pour lequel son addiction ne lui pose pas encore problème, à ses yeux, même s'il est ravagé, ruiné, peu importe. Bon, je veux dire, on vient de faire, juste préciser, j'en viens de faire ce travail. Vous avez vu, c'est quand même. Donc, moi aussi, je suis dans un état particulier, donc je vais faire des réponses assez. Bon, on en reparlera après. Non, je vais faire des réponses assez tranchées. Ouais. D'accord. Donc, ma réponse assez tranchée, c'est sans intérêt. Qu'est-ce que sans intérêt? De travailler avec quelqu'un qui n'a pas conscience, qui n'a pas conscience, Ouais. sans intérêt. Ça ne peut pas l'aider à lever ces deux images, en tout cas. Il y a des millions de personnes addictes, d'accord? Sur ces millions de personnes addictes, il y en a un certain pourcentage qui sont prêts à faire quelque chose pour elles. Tu vois. Et dans ce pourcentage qui sont prêts à faire quelque chose pour elles, eh ben, certaines arrivent à trouver quelqu'un qui va les aider à faire ce travail-là. Et il n'y a pas de place pour les amateurs. Je crois que moi, ce que j'ai retenu de mon travail avec les addictions pendant toutes ces années, c'est qu'il n'y a pas de place pour les amateurs. Si vous êtes bon, ça m'est arrivé de renvoyer des gens chez eux, qui venaient en séminaire, qui étaient là, ouais, je dis, bah écoutez, je sais pas si on va pouvoir travailler ensemble. Hein. Et il me dit, ah bon, je dis, non, là, et puis ça m'est arrivé d'en raccompagner à la gare, ils sont repartis l'après-midi même, et certains sont revenus 6 mois après. Ils sont revenus 6 mois après. Il y en a un jour, il me dit, il vient dans le séminaire, etc. Et puis, au bout de fin de matinée, il me dit, ah mais parce qu'il faut pas picoler pendant le séminaire. Je lui dis non. Ah bah il me dit, bah non, bah, il me dit non, alors moi, non, là, non. Et donc voilà, et celui-là est revenu quelques mois plus tard. Il est venu après 15 jours ou 3 semaines d'abstinence. Mais si je veux, on ne peut pas faire enfin, en tout cas, hein, moi c'est mon expérience. Hein, peut-être d'autres personnes ont d'autres expériences. Moi, mon expérience, c'est que on ne peut pas faire dans l'à peu près. Il faut être extrêmement tranchant. C'est-à-dire que si la personne n'est pas motivée, il n'y a pas de problème. Elle peut continuer. Moi, ça ne me dérange pas que les gens boivent. Tu vois.
j'ai pas de mission par rapport à ça. C'est pas comme les alcooliques anonymes ou machin qui vont, etc. Dire non. Monsieur, vous pouvez boire jusqu'à la mort. C'est pas un souci. Tu vois. Et c'est un discours, et c'est un discours qui doit être tenu. Enfin, en tout cas, moi je me rappelle un jour, en séminaire comme ça, ce commence le premier qui me dit je viens pour arrêter de fumer. J'ai dit ah bon? Et il me dit oui. Et je lui dis bon bah et alors qu'est-ce qui vous empêche de fumer? Il me dit bah alors, c'est pas que je puisse pas m'arrêter de fumer. Ce que j'ai peur, c'est que si je m'arrête de fumer, ma consommation d'alcool augmente. Je lui dis ah bon et vous consommez quoi? Oh il me dit pas grand chose là. Ah bon? Je lui dis mais quoi? Oh bah, il me dit quoi, ah bah, je sais pas, l'apéro avec les copains à midi, là, 3-4 ricards, une petite bouteille de rouge derrière, et puis le soir, un ou deux whisky à la maison, et un verre une bouteille de vin avec ma femme, voilà. J'ai dit d'accord. Et, et puis, on continue à le travail, et puis il me dit, ah, puis j'ai fait une tentative de suicide, etc. etc. Ah, bon. Et j'ai dit, bon, ouais, effectivement, c'est embêtant. Puis il y avait, je ne sais plus combien ils étaient, mais il y en avait, dans le même séminaire, il y avait deuxième personne qui dit ah, t'as fait une tentative de suicide? Ah, moi aussi, etc. etc., etc. Et puis le troisième, il dit ah oui, moi aussi, j'ai fait une tentative de suicide, etc. Donc ils se retrouvent ils font leur club des suicidés. Alors là, moi, je commence à flipper parce que je me dis merde, j'ai des suicidaires quand même, c'est quand même là où je faisais le séminaire, c'est pas chez moi, mais il y a mon bureau, ma salle de cours, etc. Et donc je me dis merde, c'est pas cool quoi. Alors je leur dis mais attendez, entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Vous avez tenté de vous suicider, vous avez échoué. Donc ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux dire vous voulez quoi? Réussir la prochaine tentative ou faire autre chose? Alors il me regarde avec les yeux comme ça. Je lui dis parce que moi je vous préviens tout de suite là. Si c'est pour faire des tentatives de suicide, vous faites ça où vous voulez, mais pas chez moi. Je lui dis parce que je ne veux pas voir les flics, je ne veux pas voir les pompiers, je ne veux pas voir les ambulances. Et puis en plus ça fait des saletés. Ça a créé un... Mais voilà, et une fois que c'est dit, on peut commencer à travailler. Parce que on ne peut pas... je veux dire, les énergies, les forces en jeu dans l'addiction sont tellement fortes qu'on ne peut pas laisser le moindre flou. Autrement, on se fait embarquer là-dedans. Et puis, parce que moi, j'avais une expérience comme ça, plusieurs années auparavant, d'avoir travaillé avec une jeune femme qui était aussi suicidaire, etc. Et à ce moment-là, on faisait le séminaire dans une auberge de campagne, et ben, c'était avec Michel Facon d'ailleurs. Et tous les matins, on arrivait à l'auberge, et moi j'étais là, c'est Michel, on arrive à l'auberge, je dis, on arrivait sur le parking de l'auberge, je dis, ouf, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas les pompiers, pas machin, c'est bon, elle est toujours vivante. Donc on retravaillait avec cette personne, et ça j'ai dit, plus jamais. Je veux pas rentrer là-dedans. À être dans, oh là là, pourvu qu'il lui arrive rien. Donc, c'est pour dire qu'il faut que ça soit quelque chose de très... Le thérapeute, là-dedans, il doit savoir exactement ce qu'il veut, il doit être très ancré et pas tolérer l'à peu près. Tu vois, le gars qui vient en touriste en disant « Ouais, je suis pas, ouais, on m'a dit de venir, etc. » Sans intérêt. Autre question? On a été scotché. J'ai reconnu le gestaltiste aussi. Ah ouais? Ah bon? Ah oui, c'est possible. Hein? De toute façon, dès l'instant où on fait la dissociation, les trucs, il y a une forme de transe qui s'est établie instantanément. Hein, je veux dire, on est bien d'accord. Sans regret, pas d'autres questions? Et finalement, on pourrait faire ce protocole pour toutes les addictions. Mais on le fait pour toutes les addictions. Oui. Oui.
On le fait même Pour autre chose. pour moi, autre chose, j'ai bien beaucoup- sûr. Ah, mais j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je le vois fait comme ça, parce que tu moi, c'est avec les chaises, machin. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger et naturel comme ça. C'est- Oui, alors là, il y a un phénomène parce que il faut si vous voulez, il faut du temps quand même. Hein, je veux dire, il faut du temps. Donc, en fait, l'intérêt de travailler comme ça, moi, je travaille avec des sous-modalités extrêmement précises. C'est-à-dire que, en fait, sous-modalité, c'est comme le commerce. Il y a 3 choses importantes. C'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, les parties, elles sont à un emplacement bien spécifique. Et donc, quand on fait ce travail-là, de façon sans s'affoler, en prenant le temps, on voit les parties qui se déplacent. C'est-à-dire, elles se déplacent toutes seules et elles viennent se mettre en place. Là, évidemment, comment ? Là, on l'a fait en rêve. On les a déplacés en rêve. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'il y a des sous-modalités pour les matérialistes? Allez, donc il y a les sous-modalités. Vous voyez, là, on s'occupe sous-modalités, c'est-à-dire comment dire. Donc, en PNL, on utilise les canaux sensoriels, on va dire. Donc, vision, audition et ressenti physique, on va dire. Là, on parle de sous-modalité visuelle, c'est-à-dire les composantes de la vision. C'est-à-dire que la partie, elle est positionnée à un endroit précis. C'est-à-dire que c'est un film ou c'est une image fixe et elle est en couleur ou pas en couleur, etc. Et donc, la sous-modalité vraiment importante dans ce type de travail, c'est l'emplacement de la représentation, de l'image. Ça nous dit énormément de choses. Enfin, ça nous dit rien. Non, je dis une bêtise. Ça nous dit rien. Ce qui nous dit, c'est comment ça se déplace. Quand ça se déplace, quand les personnes se déplacent, on est sûr qu'à l'intérieur, il se passe des choses. Vous voyez ? De même, il n'y a pas que ça, mais comment la personne perçoit l'image aussi, ça nous donne, c'est qu'une sous-modalité sensorielle de type kinesthésique, c'est-à-dire au type émotionnel, ça nous donne aussi des indications. C'est-à-dire que on sait que ça se transforme. Il y a quelque chose qui est en pleine transformation. Et moi, j'ai pris l'habitude, maintenant, et j'enseigne ça, hein, quand j'enseigne les sous-modalités, je leur dis, vous n'avez pas grand-chose à vous casser la tête. Après, c'est l'emplacement. Si vous travaillez qu'avec les autres. Mais par contre, l'emplacement est millimétrique. C'est-à-dire que moi, dans mes trucs mathématiques, pour moi, c'est une représentation polaire. Hein, c'est un vecteur dans l'espace. C'est-à-dire que pouf, pouf, et pouf, pouf. Et les vecteurs, ils bougent. Et on fait bouger les vecteurs. C'est ça le travail des sous-modalités à ce niveau-là, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus accessible en fait parce que en tout cas moi l'expérience que j'en ai en cabinet, je trouve que les gens ont beaucoup de mal. Pour nous c'est évident les sous-modalités, mais c'est pas évident pour tout le monde en fait. Dire à quelqu'un de travailler la boule, changer la couleur, tout ça. Et là avec les distances, c'est vrai que ça paraît c'est plus accessible en fait. Oui. Et surtout je sais plus qu'est-ce qui. Je crois que c'est Bandler qui un jour a dit un truc comme ça. Il me semble avoir entendu dire ça. Il dit on est au centre d'une sphère de 360 dans tous les sens. Et il dit et on a toutes nos expériences de vie, toutes nos capacités, tout sont collés dans la sphère. Et il s'agit de. Alors il dit évidemment, il y a des trucs, c'est très très embêtant. Hein. Si vous avez toutes vos représentations positives qui sont derrière vous, c'est sacrément emmerdant. Hein. Si vous avez toutes les expériences négatives de votre vie qui sont tout voilà, devant vous, c'est sûr que tous les matins quand vous vous réveillez, vous avez ça devant les yeux, etc. etc. Donc il expliquait, je pense que c'est lui qui disait ça. Et donc lui il considère qu'on est au centre d'une sphère et que chaque chose a son emplacement dans la sphère. Ou peut-être c'est Steve ou Connery Andreas, je ne sais plus. Oui, ça donne finalement, on voit la perception que l'autre elle a d'elle-même et de ses. Oui, c'est-à-dire c'est toute sa représentation interne, c'est-à-dire comment elle construit son univers, comment elle projette son univers intérieur à l'extérieur. Et c'est ça la représentation en fait. C'est notre univers intérieur qui est projeté à l'extérieur et quelle est la représentation. Si j'ai bien compris, c'est comme une négociation entre parties, mais sauf que
des images qu'on projette, Ouais. on travaille sur la dissociation. Oui. Et pas sur l'association. C'est ça? Non, c'est D'accord. important que de dissocier. C'est dissocié, Ouais. d'accord. Et donc c'est plus pertinent qu'une négociation entre parties. Après, c'est important d'en ça. parler. Ça va être, ça, c'est tout à fait à la fin. C'est-à-dire que, en fait, pour donner le schéma général, je vous j'ai un truc, vous avez un QR code, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page, vous mettez votre adresse mail et puis pouf, vous allez avoir toutes sortes d'infos là-dessus. Il y aura une carte heuristique de toute la thérapie, etc. La Vous allez- référence, les références. Oui, oui, oui. Je vais vous les donner. Il y a le QR code à flasher. Et puis, avec le clic, vous le. En négociation, quand on fait une dissociation, en tout cas moi c'est comme ça qu'on a appris, à la fin il faut toujours réassocier Voilà. tout le monde. Alors, ce qu'il va faire, c'est que enfin, moi, je travaille toujours à contre-pied. C'est-à-dire que, admettons qu'on est les deux, voilà, parce qu'à un moment donné, ce qu'on cherche à avoir, c'est un triangle. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut avoir une partie à un bout du triangle, une partie à l'autre bout, et la personne au troisième. Mais des fois, je tombe un peu dans le truc psychorigide, je veux un triangle équilatéral. Il n'est pas équilatéral. Voilà. Et pourquoi? Parce que à ce moment-là, il va y avoir une phase où va se produire tellement d'échanges entre les deux parties. Non, elles vont pas. On va les empêcher. Ah ben oui, on veut surtout pas, jusqu'à ce qu'elles soient tellement identiques que ça crée un pouvoir d'attraction entre les deux, quoi. Et à ce moment-là, il va y avoir une attraction telle entre les deux que il n'y en a plus que. C'est implicite en fait. Voilà. C'est-à-dire que en maintenant, c'est-à-dire que vous faites passer la présupposition, c'est-à-dire qu'en les maintenant écartés au maximum, vous faites passer la présupposition qu'elles ne veulent qu'une chose, c'est de se refusionner entre elles. Oui, mais à condition que ce soit la. Alors là, il y a le danger que ce soit la partie qui est pas. Comment dire. Ah non, mais Mais donc, qu'on soit dans l'addiction, là, qui est addict, qui prennent le dessus. Il n'y en a pas une qui prendra le dessus. Elles seront identiques. Ah, d'accord. Elles vont... Voilà, après, on fait ce qu'on veut. Mais et c'est important qu'elles soient identiques à un moment donné. Et à ce moment-là, il n'y a qu'à les lâcher. Comment? Non, il faut. Enfin, moi, je dirais. Ça. Toi, tu fais en cabinet, Hervé, combien de temps tu mets, toi? Il faut. Ça retombe sur le même nombre d'heures, hein, c'est une vingtaine d'heures. Ouais, vingtaine d'heures. Ouais. Si on veut faire ça correctement, c'est-à-dire que avec une vingtaine d'heures, on va régler des quantités de choses simultanément. Ouais. Mais ouais, il faut une vingtaine d'heures. Non, c'est pas, voilà, faut enlever le mythe en 3 séances, pif paf pouf, au revoir, quoi. Donc, par contre, au niveau du baclophone, peut-être ça aide, ça permet d'aller plus vite, j'imagine. J'ai pas fini de répondre à la question que. Non, j'ai été renvoyée au QR code, je m'interrogeais sur le. Non, mais ce que je disais, c'était. Si j'ai bien compris, c'est pas une négociation entre parties à proprement parler, puisqu'on va projeter des images et la personne. Ces images permettent une dissociation. Oui. Voilà. Alors que la négociation, la personne s'associe à chacune des parties. Voilà, non, là, on n'associe pas. Là, on fait pas ça. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Alors, moi, je peux aller un peu plus loin, si vous voulez, parce que c'est aussi ma vision de la psychologie développementale, etc. Parce que si on regarde bien, si vous voulez, sur les 3 parties, là, si vous regardez bien, vous en avez une qui est en position 1, l'autre qui est en position 2, l'autre qui est en position 3. D'accord? Donc, vous avez, sur les positions perceptuelles, vous avez 1, 2, 3, tac, tac, tac. Et puis, en termes développemental, vous avez l'enfant de moins de 6 ans, l'enfant de 6 à 12 et celui de plus de 12 ans. Hein. Si je ne sais plus les trucs de Piaget, mais vous avez l'opératoire formel, le machin, enfin, j'ai tout oublié ça, moi.
Voilà. Mais vous avez 3 phases de développement à la base. Vous avez 3 phases de développement différentes. C'est-à-dire que la personnalité est un peu, voilà, avec on va dire entre guillemets des troubles addictifs. Mais quand vous sortez tout ça, vous avez 3 stades de développement différents. Et vous faites en sorte de les réharmoniser quelque part. Et vous, à la fin, tout s'intègre en une seule. Ouais, il y a le timing. Oui. Ok. Merci. Bravo. Merci.